大家好，我们还是头条的奥运进行时节目。然后我们今天这个地点是不是大家都是觉得有点新鲜？其实我们是在法国大使的官邸，然后我身边这位就是法兰西驻中华人民共和国的大使。谢谢你，大使先生。欢迎你啊！欢迎我跟观众先说一下，我要用法文，所以可能比较蹩脚，网友里头懂法文的人不要笑话我就好。Bon, Monsieur l'Ambassadeur, c'est un grand plaisir pour faire cette interview avec vous. Mon première question, c'est cette année, c'est marqué les 60 années de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Est-ce que vous avez une petite histoire pour notre spectateur de le commence à la relation entre Général de Gaulle et la Chine? Comment on fait les relations, les premières actions, des choses comme ça? D'abord, Madame Rongrand, je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue ici à l'ambassade de France. Vous féliciter pour la qualité de votre français qui m'impressionne beaucoup. Et vous dire en effet que cette année est tout à fait particulière pour la relation franco-chinoise puisque nous célébrons, comme vous venez de le dire, 60 ans de relations diplomatiques. Alors, en réalité, les relations entre la France et la Chine ont commencé il y a beaucoup plus longtemps, il y a plusieurs siècles, par des échanges, en particulier des échanges culturels entre nos deux grandes civilisations. C'était d'ailleurs le sens de l'exposition extraordinaire qui a eu lieu au printemps à Pékin, du château de Versailles à la cité interdite, et qui montrait qu'au XVIIIe siècle, déjà, les échanges étaient très, très nourris, et qu'il y avait un réel intérêt partagé de la France pour la Chine et de la Chine pour la France. Mais dans l'époque moderne, en effet, c'est 1964 qui est la date fondatrice. C'est la date à laquelle le général de Gaulle et le président Mao Tse-tung ont décidé que la France et la République populaire de Chine devaient désormais avoir des relations diplomatiques. Du côté français, le général de Gaulle lui-même a eu l'occasion de dire, quelques jours après cette date du 27 janvier 1964, que pour la France, c'était, et je le cite, le choix de l'évidence et de la raison. L'évidence parce que la Chine, la place de la Chine dans le monde est évidemment incontournable. Elle l'était déjà en 1964, elle l'est sans doute encore plus aujourd'hui, cette place incontournable. Et puis la raison parce que précisément nous sommes différents, nous sommes loin, mais nous avons beaucoup de points communs et beaucoup d'intérêts l'un pour l'autre. Et surtout, nous pouvons faire et nous faisons beaucoup de choses ensemble au bénéfice de nos populations et au bénéfice, je crois, profondément de l'ensemble du monde. Donc en 1964, quand cette décision a été annoncée, elle n'allait pas de soi. Nous étions dans un contexte de guerre froide entre le bloc soviétique et le bloc occidental. Lorsque la France et la Chine annoncent leur intention et même leur décision, eh bien, ça a été un bouleversement dans l'ordre international. Et ça a été, je crois, peut-être encore plus, le début de cette relation extraordinairement forte et singulière de la relation franco-chinoise dans l'époque contemporaine. Et cette décision, elle a été fondatrice pour les 60 années que nous avons traversées ensemble. D'abord parce que, au début de la période des réformes, après 1978, la France a été parmi les premières à répondre présent aux sollicitations de la Chine pour la réforme et le développement. Vous vous rappelez peut-être que la France a décidé dès le début des années 80 d'appuyer la Chine dans le développement de son programme d'électricité nucléaire civile, avec les grands projets d'Ayabé, Lingao et beaucoup d'autres, que nous avons aussi beaucoup coopéré dans le domaine de l'aéronautique. Donc ces liens se sont renforcés, ils ont été créés et approfondis par chacun de nos
si j'ose dire, de nos couples dirigeants, le général de Gaulle et Mao Tse-tung, mais on pourrait citer après, par exemple, le président Chirac et le président Jiang Zemin. On pourrait citer le président Sarkozy et le président Hu Jintao. Et puis aujourd'hui, le président Macron et le président Xi Jinping. Il y a une volonté de dialogue, une volonté de construire ensemble et qui s'appuie sur cette volonté, cet intérêt, cette passion de chacune des deux cultures pour l'autre. Les Français sont passionnés par la culture de la Chine, bien sûr, son histoire, sa littérature, sa musique, sa créativité et sa cuisine aussi, bien sûr. Et je crois que de leur côté, les Chinois aiment beaucoup de choses chez nous. Nous en sommes très heureux et très fiers. Merci. Mais Général Chagall et Chairman Mao Zedong, il n'a jamais rencontré. C'est vrai? C'est exact, mais je crois pouvoir affirmer qu'ils avaient beaucoup de respect l'un pour l'autre, compte tenu du rôle que chacun a exercé dans l'histoire contemporaine de chacun de nos deux pays. Bien entendu, le président Mao Tse-tung, pour avoir conduit la Chine à la fondation de la République populaire. Beaucoup de grands leaders en Chine ont fait l'étude en France. Alors c'est tout à fait... Comme Zhou Enlai, absolument, Deng Xiaoping. C'est tout à fait exact. Nous avons accueilli en France, en effet, des personnalités chinoises qui se sont révélées être un certain nombre des plus grands dirigeants de votre pays. Et bien entendu, ça a été aussi un lien encore plus fort et naturel entre nos deux pays. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui nous souhaitons pouvoir continuer à accueillir les jeunes Chinoises et les jeunes Chinois qui souhaitent venir étudier dans notre pays, parce que en les accueillant, nous construirons ensemble la relation franco-chinoise de demain. Oui. Et j'ai entendu un petit rumeur que le petit déjeuner préféré par Deng Xiaoping, c'est croissant. J'ai entendu cette histoire aussi. J'ai entendu cette histoire en effet, parce que je crois il avait le souvenir de ces années passées en France et c'est vrai que le croissant est un des symboles de la gastronomie française. C'est un symbole que je crois nos spectateurs connaissent et apprécient et donc nous sommes très heureux en effet de ce beau symbole et qu'il ait été apprécié à ce point par Deng Xiaoping. Paris a déjà accueilli les Jeux olympiques dans le 1924. Après 100 ans, c'est encore cette année, Paris a accru les Jeux olympiques encore. Qu'est-ce que l'esprit d'État de Français pour le moment? Je crois c'est qu'est-ce que l'esprit de Paris maintenant? C'est d'abord une très très grande fierté pour toutes les Françaises et pour tous les Français. Vous l'avez dit, la France n'a pas accueilli les Jeux Olympiques depuis 100 ans. Et donc le symbole est extrêmement fort, surtout si on tient compte du fait qu'un Français a été à l'origine des Jeux Olympiques modernes, le baron Pierre de Coubertin. Pour les Françaises et les Français, accueillir les Jeux en France, à Paris, mais aussi dans un certain nombre d'autres villes de France, c'est une source vraiment de fierté et de joie d'accueillir le monde entier, d'accueillir les athlètes du monde entier. Nous sommes d'autant plus heureux et fiers que les Français, comme les Chinois d'ailleurs, ont une passion pour le sport. Le sport qu'ils pratiquent eux-mêmes, mais les grandes compétitions sportives. Et d'ailleurs, dans les années récentes, nous avons organisé, je crois avec beaucoup de succès, un certain nombre de très grandes compétitions. Nous organisons chaque année, vous le savez, une des compétitions les plus connues dans le monde, qui est le Tour de France cycliste. Chaque année, nous avons le tournoi de tennis de Roland-Garros, qui est un des 4 tournois du Grand Chelem de tennis. Mais nous avons aussi accueilli le championnat d'Europe de football en 2016, de la Coupe du monde de rugby l'an dernier. Et nous organiserons, et
c'est une nouvelle que nous venons d'avoir, nous organiserons à nouveau les Jeux olympiques d'hiver en 2030. Donc l'histoire de l'olympisme est une histoire très importante pour les Français. Et ce que nous avons voulu pour les Français, pour les spectateurs français, comme pour les spectateurs du monde entier, c'est qu'ils puissent assister très nombreux aux épreuves. Et puis depuis quelques mois, encore un peu plus, avec le passage de la flamme olympique dans notre pays, nous avons voulu que justement la flamme olympique passe à peu près partout en France. 450 villes de France ont été traversées par la flamme olympique. Il y a eu plus de 1000 porteurs de la flamme olympique. Et donc, c'est bien cet état d'esprit qui est le nôtre. Nous voulons aussi que les spectateurs puissent aller très nombreux voir les épreuves. Et donc, la billetterie des Jeux olympiques nous a permis de distribuer 400 000 billets pour assister gratuitement à ces Jeux, parce que nous voulons… Gratuitement voilà, alors, il y a aussi des tickets payants, mais il y a beaucoup de tickets gratuits parce que nous voulons que ce soit une grande fête populaire, la fête de toutes les Françaises et de les Français qui, encore une fois, accueillent… C'est la première fois, non? Il y a des billets gratuits? Je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, nous, ce que nous avons souhaité, c'est les rendre aussi ouverts que possible au plus grand public. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons choisi des lieux ouverts, des lieux dans la ville, pour accueillir les compétitions. Par exemple, les compétitions de natation, en tout cas certaines compétitions de natation, se dérouleront dans la Seine. Vous avez vu que là aussi, un gros effort a été fait pour permettre à la Seine de devenir désormais un cours d'eau dans lequel on peut se baigner. Ouais. C'est la créativité pour orchestrer la cérémonie, c'est incroyable. Je crois au début, tous les gens sur Internet ont un peu de doute pour qu'est-ce qui passe pour la cérémonie. Il y a des bateaux, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que tout le monde est très habitué que la cérémonie, c'est dans un grand stadium. C'est la première fois, c'est au nature. Maintenant, ce semaine, c'est tout a changé. J'ai noté parce que la vidéo de les gens qui fait le practice sur le scène, c'est viral. Comment on dit viral? Viral sur Internet en Chine. C'est incroyable. C'est tout le monde dit oh là là, c'est incroyable. Oh my God. Bon. Merci de le dire, Madame Hong, parce que c'est exactement ce que nous souhaitons. C'est que nous voulons, et c'est bien normal, présenter le meilleur de ce que nous sommes. Et le meilleur de ce que nous sommes, eh bien, il y a une part de créativité, il y a une part d'innovation, il y a une part de liberté, il y a une part de modernité. C'est tout ça, à la fois, que la France veut proposer au monde et l'esprit dans lequel les Français veulent accueillir le monde entier. Le plus souvent remarque sur Internet maintenant, c'est la France, c'est le plus romantique de le monde. Alors, je sais que c'est une image à laquelle les Chinois sont attachés. C'est une image qui nous touche beaucoup, bien sûr, parce que nous-mêmes, nous ne nous définissons pas nécessairement au quotidien comme un pays romantique. Mais nous sommes très touchés de savoir que ça fait partie des images que la Chine a de la France. Monsieur l'ambassadeur, je travaille dans l'industrie de la mode. Et cette Olympique de Paris, c'est aussi une grande fête de la mode. Il y a beaucoup de parleurs de vêtements, de costumes de chaque équipe, tout ça sur l'Internet. Pourquoi Paris et France, c'est vraiment un centre de la mode? C'est vraiment, et il a fait cette fois le design de ça. C'est parce que c'est Jeux olympiques Paris. La mode, c'est dans les centres de conversation par l'Internet. Et pourquoi c'est ça? C'est comme ça. Parce que profondément, la France, en accueillant le monde entier, je vous le disais, veut montrer le meilleur d'elle-même. Elle le fait en organisant des Jeux qui soient d'abord, je crois, complètement conformes
à l'esprit de ce que nous sommes. Vous savez que nous avons une devise en France, liberté, égalité, fraternité. La liberté est fondamentale pour nous. Le symbole des Jeux, c'est le bonnet des révolutionnaires au XVIIIe siècle, c'est le bonnet de la liberté. L'égalité, le sport est profondément porteur d'égalité parce que quand les athlètes sont en compétition, ils commencent tous sur la même ligne et à la fin, c'est le meilleur qui gagne. La fraternité, nous en parlions juste avant parce que la France, dans cette immense fête populaire, veut accueillir le monde entier. Et puis au-delà de ça, la France veut montrer à travers ces Jeux qu'elle est innovante. C'est la raison pour laquelle, là aussi nous le disions, eh bien, nous allons organiser une cérémonie de façon nouvelle, qui ne sera pas dans un stade, mais sur la scène. C'est la raison pour laquelle également nous avons choisi d'organiser les compétitions, là aussi au cœur de la ville. Nous aurons par exemple les compétitions de volley sur sable, beach volley, au pied de la Tour Eiffel. Nous aurons les compétitions d'équitation dans les jardins du château de Versailles. Donc ça c'est l'innovation. Nous voulons bien sûr aussi, parce que nous sommes très attachés à ça, que ce soit des jeux très élégants. Et c'est là que la mode, en effet, a toute sa place. Les Français sont très attachés à leur histoire dans le domaine de la création de mode et de joaillerie. Et donc, les grands noms de la mode française sont associés aux jeux, les très grandes marques françaises. J'ajoute d'ailleurs que les médailles elles-mêmes, qui ont été conçues par une grande maison de joaillerie française, ajoutent une dimension supplémentaire, puisqu'elles auront un morceau de métal de la Tour Eiffel. Donc ça, c'est aussi innovation, élégance. Et puis, bien sûr, nous voulons aussi que ces jeux soient profondément modernes. Et moderne, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord qu'ils soient encore plus inclusifs que les jeux qui les ont précédés. Ça veut dire que pour la première fois, nous aurons autant d'athlètes hommes que d'athlètes femmes sur l'ensemble des compétitions. Ça veut dire que nous avons organisé de la même façon et avec la même rigueur et la même ambition les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Donc ça, c'est l'inclusivité qui est un élément de modernité. Et puis nous avons voulu aussi que dans cette modernité, il y ait un souci constant de l'environnement. Ça veut dire que nous avons veillé à ce que le plus d'installations possibles soient des installations temporaires, comme par exemple la très grande piscine qui va accueillir les compétitions de natation. 15 000 personnes pourront assister, mais dans l'avenir, la capitale française n'a pas besoin d'une piscine avec des places pour 15 000 personnes. Donc il y aura des éléments temporaires. Les éléments qui resteront ont été conçus pour justement être utilisés dans la durée, et nous sommes très attentifs à ce que, là aussi, la consommation d'énergie soit aussi verte que possible. C'est pour ça que, par exemple, 100% des sites olympiques français seront raccrochés au réseau de distribution d'électricité, qui, comme vous le savez, est un réseau d'électricité qui fonctionne pour beaucoup sur des énergies décarbonées, à commencer par le nucléaire. Et donc, tout ça pour réduire et en fait éliminer l'utilisation de groupes électrogènes qui sont consommateurs de carburant. Et donc nous avons eu ce souci constant. C'est ça l'ensemble, c'est ça l'esprit des Jeux. Et en effet, vous avez raison de dire que nous souhaitons que la mode française soit très présente. Je vais vous donner un autre exemple. Dans la mode et l'élégance, vous verrez que les pistes d'athlétisme, eh bien, là aussi, il y a violet. Oui. Et vous savez peut-être pourquoi? Parce que le violet, c'est la couleur des champs de lavande de Provence. Ah, mais ça, tous les Chinois connaissent très bien parce qu'ils vous prennent des photos dans le violet. Voilà. Lavande. Et ben, comme ça, les téléspectateurs chinois, en regardant les Jeux Olympiques, pourront avoir en tête les images des champs de lavande de Provence. C'est vraiment
Et j'ai vu ce matin sur Internet en Chine, c'est une petite vidéo qui a viral. C'est une jeune qui a passé le torche de Jeux olympiques, qui est paralysée et il peut marcher parce qu'il y a une technologie qui peut assister pour marcher. C'est vraiment ça me touche beaucoup. Ça, parce que vous avez dit c'est inclusif. Et pour moi, ça c'est vraiment un bon exemple de inclusif. C'était encore une fois très important pour nous. D'ailleurs, dans tout le domaine de la recherche scientifique et médicale visant à appuyer au quotidien les personnes à mobilité réduite, comme nous disons, et nous sommes très engagés. J'ajoute d'ailleurs que ce domaine de la recherche médicale est un domaine, là aussi, où la France et la Chine travaillent très très étroitement ensemble. Nos médecins de pointe travaillent ensemble depuis des décennies au bénéfice de la santé de nos populations. Je crois une chose que les gens en Chine pas connaissent très bien, comme la France, c'est la mode, c'est tout ça. C'est la France aussi, c'est un pays de technologie. Il y a beaucoup de technologie en France qui est, comment on dit, qui est en France. Quand, je crois, il y a 20 ans, quand j'étais en France, il y a une petite machine, ordinateur, pour apprendre le billet de train. Absolument. Comment on dit Billettel Minitel. Minitel. Oui, mais je crois ça c'est avant Internet, mais c'est vraiment l'Internet. Parce que c'est un petit trou comme ça. Absolument. Et on peut acheter tous les billets sur SNCF. Exactement. Sur le petit truc, petite machine. Absolument. C'est un appareil qui a marqué toute une génération de Français, en effet, qui existait juste avant Internet, et qui a permis aux Françaises et aux Français de s'habituer très vite ensuite à Internet. Et en effet, nous avons la passion de l'innovation et la passion des nouvelles technologies. Le nucléaire, on en a parlé, l'aéronautique, le spatial, tout ça, ce sont de grands domaines d'innovation pour nous. Et c'est d'ailleurs là aussi des domaines encore où la France et la Chine travaillent beaucoup ensemble. D'ailleurs, nous avons lancé il y a quelques semaines un satellite franco-chinois depuis le Sichuan, depuis Xichang, qui va étudier des phénomènes dans l'espace très, 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 très lointain sur les origines de l'univers. Donc c'est là aussi un champ de travail franco-chinois auquel nous sommes attachés. Nous avions il y a quelques années lancé un autre satellite sur l'étude des océans, et l'étude des courants marins. Donc nous sommes très engagés sur tous ces sujets-là. Pour la grande équipe olympique chinoise et pour tous les touristes, c'est un grand numéreuse aussi qui va à Paris pour les Jeux olympiques. Est-ce que vous pouvez proposer deux choses qu'il faut faire à Paris, ou bien cette fois deux villes il faut visiter avant, peut-être maintenant, après les Jeux? Alors, d'abord, en effet, nous sommes très heureux d'accueillir cette extraordinaire délégation chinoise qui va être conduite au plus haut niveau, puisque le vice-président Han Zheng va être le représentant de la Chine à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Nous sommes très, très honorés. Et puis, bien sûr, il y a les athlètes et leur talent exceptionnel. Je vais vous dire, moi, je suis un grand fan du sport chinois. Je regarde très souvent CCTV5 et donc je connais un certain nombre de sportifs chinois et je suis leur performance. Je vais regarder très précisément les Jeux asiatiques de Hangzhou et leur performance. J'ai une passion en particulier pour les plus grands noms du ping-pong chinois, Ma Long, Fan Zhendong, qui sont éblouissants de talent, mais c'est vrai dans
dans très nombreuses autres disciplines également. Donc nous sommes très heureux de voir tous ces athlètes chinois en France. Nous sommes très heureux également aussi d'avoir des spectateurs chinois nombreux qui ont répondu à l'invitation de la France de venir assister aux Jeux Olympiques dans notre pays. Et en effet, les Jeux Olympiques sont les Jeux Olympiques de Paris, mais ça ne veut pas dire que toutes les compétitions se tiendront à Paris. Au contraire, il y a 73 villes de France qui vont accueillir des compétitions sur le territoire métropolitain, mais aussi les territoires français dans le monde entier. Par exemple, le surf aura lieu à Tahiti. Donc moi, je crois que vraiment, pour les spectateurs chinois qui viendront pour les Jeux, je les invite à participer et à assister à des compétitions qui auront lieu à Paris, mais aussi dans d'autres villes. Alors, c'est toujours difficile de choisir deux villes dans quelques pays que ce soit, mais je crois qu'en fonction des goûts des touristes et des spectateurs, la France, vous le savez, ils le savent, peut offrir soit des possibilités de tourisme dans des grandes villes, avec un patrimoine architectural, historique, des musées exceptionnels. Donc, bien entendu, Paris, Versailles, Marseille, Lyon, Bordeaux, mais d'autres préféreront sans doute un tourisme qui soit un tourisme plus de nature. Et là, on peut aimer la montagne, et donc là, il faut aller dans les Alpes, il faut aller dans les Pyrénées, comme d'ailleurs le président Xi Jinping l'a fait à l'invitation du président Macron. Il y en a d'autres qui préféreront être au bord de la mer. Marseille va accueillir les compétitions de voile, par exemple. Nous avons un littoral en France métropolitaine qui le long de trois mers, la Méditerranée, dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de la Provence. Et nous avons aussi l'Atlantique, nous avons la Manche, un peu plus au nord. Donc il y en a pour tous les goûts. Il faut en faire un an minimum. Absolument, absolument. Je crois que tout la France. Ou en tout cas, il faut revenir plusieurs fois. Oui. Je crois. Et pour ceux qui aiment notre pays, et découvrir peut-être région par région ce qu'elles ont à offrir. Et je crois que de la même façon que nous découvrons, nous Français qui vivons en Chine, l'immense richesse du patrimoine historique et naturel de la Chine, je crois que nos touristes chinois en France auront beaucoup à voir pendant les Jeux et après les Jeux. J'ai une question un peu personnelle, parce que j'ai lu un article sur le journal Financial Times par un journaliste d'Angleterre qui a dit Paris n'a besoin pas olympique parce que c'est déjà le plus célèbre ville du monde. Mais le Paris cette année, le Jeux olympiques cette année, pour faire une chose pour Paris, c'est faire les connexions entre le petit Paris et Grand Paris. Et le Grand Paris, c'est toujours le grand plan pour Paris depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que le petit Paris et le Grand Paris? Alors, Paris est une ville qui se transforme de façon constante au fil du temps. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour laquelle, au fil des décennies et des siècles, elle est toujours aussi aimée dans le monde entier. Ce que vous dites me fait penser à, par exemple, dans la première moitié du XXe siècle, ce que disait le grand poète chinois Zhu Ziqing à propos de Paris. Il disait « Ni qiao gongyuan li, da jie shang, 有的是喷水，有的是雕像，不远处处是，展览会常常开。” Et il ajoutait aussi «他们几乎像呼吸空气一样呼吸着艺术气，自然而然就压起来了。” Ce type de témoignage nous a beaucoup touchés et nous a incité, nous les Français,
à rendre Paris toujours plus ouvert, toujours plus accueillante. Et donc aujourd'hui, les Jeux Olympiques, en effet, sont la marque de ça. C'est vrai pour le présent, les compétitions des Jeux Olympiques, mais c'est vrai aussi pour l'avenir. Et donc l'avenir de Paris, c'est en effet de passer du centre de Paris-Centre, ce que vous avez appelé le Petit Paris, au Grand Paris, c'est-à-dire connecter davantage toutes les communes qui sont autour de Paris au centre de Paris. Et donc pour cela, nous avons en particulier créé de nouvelles infrastructures et en particulier des infrastructures de mobilité et de mobilité moderne, c'est-à-dire de mobilité de transport en commun. Donc, nous avons créé de nouvelles lignes de métro. Il y aura bientôt aussi un moyen encore plus rapide de rejoindre les aéroports. C'est déjà le cas pour l'aéroport du sud de Paris. L'aéroport qui est dans le nord, lui aussi, sera bientôt intégré encore davantage à la ville de Paris. Mais c'est vrai aussi, par exemple, pour les pistes cyclables. Nous avons développé des centaines de kilomètres de pistes cyclables dans Paris, mais bien sûr aussi autour de Paris, pour que de plus en plus, au fond, les Parisiens du Grand Paris prennent l'habitude, toujours plus, eh bien de circuler dans la ville avec des vélos, vélos classiques ou des vélos électriques. Pour nous, c'était très aussi, important. Donc, il y a comment on dit, absolument, des trottinettes. Trottinette. Oui, absolument. Ça, c'est particulier pour Paris, non? On ne trouvait pas ça dans d'autres villes. Peut-être qu'en effet, on le voit plus à Paris. J'y vois peut-être à nouveau l'esprit français de liberté, d'indépendance et d'autonomie pour aller assez vite avec un petit outil d'un point à un autre. S'il y a compétition pour faire ça dans les Jeux Olympiques, je suis sûre c'est le Français qui gagnait le médaille d'or. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, puisque vous parlez d'innovation aussi dans le domaine des compétitions, on est heureux d'accueillir de nouvelles compétitions qui jusqu'à présent n'étaient pas aux Jeux Olympiques. Par exemple, le breakdance. Ça, c'est une innovation. L'escalade, c'est une autre innovation. Il y en a d'autres comme ça. Et donc les Jeux innovent et Paris innove avec les Jeux. Mon dernière question, c'est quelle est la place de culture dans l'échange entre la France et la Chine? Alors, si j'avais une définition de la place de la culture dans notre relation, je dirais que c'est notre trésor. C'est notre trésor commun et que nous devons le faire fructifier toujours davantage. Ce trésor, il est fondé évidemment d'abord sur la richesse des cultures de nos deux pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on le disait tout à l'heure, sur l'intérêt très profond que se portent nos deux pays en matière de culture. Et donc la culture, elle a dès le départ occupé cette place centrale dans notre relation. Pour parler de l'histoire récente, nous avons développé avec beaucoup d'ambition nos programmes culturels il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, avec les saisons croisées culturelles France-Chine, qui ensuite ont conduit, par exemple, à ce que la France en Chine, chaque année, organise un festival important qui s'appelle le festival Croisement, Tiaoliao, qui, chaque année, enregistre plus de succès. Cette année, puisque nous célébrons le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques franco-chinoises, nous avons voulu naturellement avoir une programmation culturelle exceptionnelle. D'autant plus que nous célébrons également l'année franco-chinoise du tourisme culturel. C'est une année que nous avons voulu débuter dans un lieu que nous aimons beaucoup, qui est la ville de Harbin, où la France était pays invité d'honneur et où je me suis rendu pour voir l'extraordinaire réalisation de la cathédrale Notre-Dame en glace, à côté du Temple du Ciel, avec un pont chinois qui relie ces deux monuments. C'est une image inoubliable pour moi et je crois pour tous ceux qui ont vu cette création. Elle était très belle en soi et le symbole était magnifique. Nous avons cette année
plus de 450 événements culturels français Wow. en Chine, OK. dans plus de 30 villes différentes. Nous avons voulu évidemment être au cœur des grandes métropoles chinoises, comme nous le faisons chaque année, à Pékin ici, à Shanghai, à Guangzhou, à Chengdu, à Chongqing. Mais nous avons voulu aller plus loin. Et quand je dis plus loin, c'est nous avons voulu aller au plus près de l'ensemble du public chinois, dans l'ensemble du pays. Vous voyez, par exemple, il y a quelques jours encore, nous avons organisé un très bel événement culturel à Hohhot, en Mongolie intérieure. J'étais il y a quelques jours aussi à Changchun. Il y a et il y aura des événements culturels français à Changchun. Et donc, nous avons voulu être très ambitieux dans l'accès au public chinois, et nous avons voulu aussi être très ambitieux par la qualité de la programmation culturelle. Les plus grandes institutions culturelles françaises sont en Chine, viennent en Chine cette année. Le château de Versailles, on en parlait tout à l'heure avec cette très belle exposition, le centre Pompidou à Shanghai, la troupe de théâtre française la plus connue, qui existe depuis plusieurs siècles, qui s'appelle la Comédie Française, va venir en Chine. Nous avons des musiciens de premier plan qui sont venus et qui vont venir. Donc nous avons à la fois tous les arts français, tous les arts qui sont représentés cette année en Chine, le théâtre, la danse, la peinture, la sculpture, etc. Et nous avons des choses qui s'adressent à tous les publics, des publics qui sont amateurs de culture classique, mais aussi des amateurs de grandes productions contemporaines. Les comédies musicales françaises, que les Chinois aiment beaucoup, viennent toutes en Chine cette année. Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Don Juan. Nous avons... Choriste, je crois, c'est joué maintenant à Pékin. Absolument. Donc c'est ça notre ambition, c'est nourrir ce lien culturel franco-chinois cette année à travers une programmation extraordinairement ambitieuse. Moi, j'ai participé, vous l'imaginez bien, à beaucoup de ces événements. J'étais à Kunming encore il y a 3 semaines pour l'inauguration d'une très belle exposition d'un très grand artiste français qui s'appelle Claude Viala. J'étais à Shanghai pour l'ouverture d'une exposition, là aussi d'une immense artiste française qui s'appelle Annette Messager. Et à chaque fois, je vais vous dire, je suis très très heureux de voir le très grand succès de nos événements culturels, qui montre à quel point, eh bien justement, cet intérêt d'une culture pour l'autre se poursuit. Il y a dans l'autre sens également de très beaux événements culturels chinois en France, et nous en sommes très heureux. Et l'ensemble des Français en est très heureux, bien sûr. Il y aura par exemple dans quelques semaines une très belle exposition de la dynastie Tang dans un des plus beaux musées de Paris, qui est le musée Guimet des arts asiatiques. Donc beaucoup de choses dans les deux pays. Oui. Bon, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Pour prendre le temps pour faire l'interview。非常感谢你。非常感谢，真的非常感谢。占用了您很多时间，宝贵时间。但是我觉得中国的网友们会非常高兴，在奥运的期间能够听到您对法国的解释，对他们的介绍。应该的，应该的。好，谢谢。不用谢。